On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur la plupart des portails de partage de vidéos, sur TF1 News, sur Clubic, une semaine sur deux, et désormais sur l'application iPhone On refait le Mac, le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone. Cette semaine, on vous propose un petit voyage dans le temps, sommaire. Un numéro exceptionnel dont refait le Mac cette semaine avec comme invité Jean-Marie Hulot. Cet ancien responsable d'Apple revient sur l'aventure de Next, la société créée par Steve Jobs après son éviction d'Apple dans les années 80 et qui deviendra macOS 10. Il nous parlera de sa rencontre avec Steve Jobs, de l'amitié qui les lie depuis de nombreuses années et comment il l'a convaincu de lancer l'iPhone. Et numéro exceptionnel, cadeau exceptionnel, un dock pour iPhone Navone d'une valeur de 300 € est à gagner, offert par notre partenaire Pionir, en répondant à la question posée en fin d'émission. Avec comme invité cette semaine Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, ça va bien? T'as vu tout ce qui s'est passé cette semaine? C'est huge, hein. C'est amazing, oui. C'est great et c'était chez Google. Pardon. Voilà, on va en parler, peut-être pas tout de suite, peut-être en fin d'émission pour les coups de cœur. Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, Cédric m'a volé mon intro. Moi aussi je voudrais faire on refait Google ce soir parce que l'actualité elle est vraiment de ce côté-là, hein. En tous les cas l'actualité chaude. Bon, on va peut-être se diversifier un jour. Notre troisième invité, vous le connaissez également, c'est Rodrigo Sepulveda-Schultz, entrepreneur, podcasteur, blogueur. Comment ça va, Rodrigo? Je suis dans un hangar. T'es retenu? Il y a Jack Bauer qui est pas loin ou... Mais c'est un peu ça. Alors, je sais pas si je peux vous le montrer sans faire trop de bruit, mais regardez. Vous voyez les toits de hangar là? Nice. Ouais. Et c'était transformé en centre de travail, de coworking comme on dit ici, ça s'appelle Beta Coworks. Ouais. C'est là où les startups viennent c'est louer chouette. un desk à la journée. Ah, c'est beau. C'est chouette, le couloir c'est super. Ça ressemble un petit peu, pour ceux qui connaissent, à l'espace de Price Minister à Paris. Donc il y a une espèce de grande coursive qui fait le tour, il y a un grand centre. Bah, c'est un vieux bâtiment industriel en fait qui a été refait. C'est un vieux bâtiment industriel et je vous l'ai pas dit, mais en fait je suis à Bruxelles. Ah, quand même. Allez, Au tu es plat à pays. Bruxelles. Au plat Alors on pays. va vers vite parce que il faut Le qu'il... futur nouveau département français. Voilà, il paraît. Mais il parle Oulala, bien, on va il parle lancer bien français ici. Hein. Ah bah, tiens, on s'enfonce je crois. Bien, on va enchaîner, messieurs. Et dernier invité, un invité de marque ce soir, c'est Jean-Marie Hulot. Bonjour Jean-Marie. Bonsoir. Jean-Marie, tu es le fondateur de l'excellent encyclopédie photographique en ligne Photopédia. Tu as sorti récemment de magnifiques applications pour iPad, que ce soit Photo Héritage. Je me souviens une visite des parcs américains, hein, c'est ça, Jean-Marie? En fait, on en a sorti 4, là, t'as un peu de retard. Oui, bah oui. Donc, on avait sorti Héritage, les parcs nationaux américains, Memory of Colors, Memorial Colors, qui est parti à la recherche des tribus en voie de disparition. Et puis, plus récemment, Paris, et il y en a beaucoup donc, qui suivent. Donc, c'est une aventure amusante. Alors, si on t'a demandé d'être parmi nous ce soir, c'est certes, Photopédia, on en parlera tout à l'heure, mais c'est parce que tu es un vieux grognard, excuse-moi, un vieux grognard d'Apple et de Next. Next, c'est l'ancêtre d'Apple, c'est ce qu'est macOS 10 aujourd'hui. Tu es le père notamment de l'interface Builder, l'outil de développement d'interface bien connu du Mac aujourd'hui. Cette société, elle a été créée par Steve Jobs en 85, après son éviction d'Apple. Messieurs, c'était vraiment des ordinateurs très différents des Mac d'alors. On va peut-être commencer par Cédric. Bah ouais, moi je me souviens parce que j'étais bébé, moi à l'époque de Next. Enfin, j'étais un grand bébé. Enfin, j'étais à la fac, quoi. Et j'ai souvenir d'avoir approché ces machines alors que j'étais pas un grand Mac fan à l'époque. Mais même si j'en utilisais, bon. Et il y a des trucs qui frappaient immédiatement sur les machines Next. L'histoire des les polices vectorielles à l'écran, alors que jusque-là déjà faire des polices en bitmap c'était huge. Display PostScript, ça s'appelait. Absolument, waouh, belle mémoire. Il paraît que l'imprimante parlait. Et qu'elle parle encore, parce que je me suis documenté, j'ai parlé tout à l'heure à un jeune homme qui vient d'avoir 17 ans et qui a toutes les machines de Next chez lui et qui les programme encore, qui est notre ami Paul Rogny, et qui me dit mais oui, mais moi mon imprimante elle marche encore et elle parle. C'était incroyable à tel point que
Je suis allé les voir de plus près à l'époque. Alors ça coûtait une fortune absolue, mais c'était ces magnifiques cubes, ces espèces de monolithes noirs. Il y avait un 68030 à 25 MHz à l'intérieur, ça allait à une vitesse absolument démentielle. C'était assez magique, et en plus c'était déjà le switch à un système Unix, quoi. On dit souvent que Steve Jobs transforme en or tout ce qui touche. Next, ça n'a pas été le cas, Jean-Marie. On peut essayer de comprendre les raisons de l'échec de Next à l'époque. Pourtant, c'est une machine très en avance sur son temps, hein. Il y avait déjà un disque optique, il y avait Cédric l'a dit, non seulement des polices très originales, le PostScript, etc., et surtout un système d'exploitation hors norme. Et tu en es l'un des pairs, Jean-Marie. Steve a commencé quelque chose chez Next et l'a terminé chez Apple. Et donc, chez Next, en fait, a été développé il y en a beaucoup qui a été développé depuis, hein, mais toute la technologie et tout un ensemble de trucs qui étaient un peu en avance pour son temps. Et il a fallu, après d'autres choses, c'est que le temps arrive où la technologie hardware, en fait, soit suffisante pour supporter, en fait, ce qui avait été mis en place en software, où à l'époque, c'était toujours complètement en limite, et ça demandait donc des prix qui étaient beaucoup trop importants. Et puis l'autre chose qu'il faut bien voir, c'était trop cher. Oui, c'était trop cher. Mais l'autre chose qu'il faut bien voir et qui était complètement claire dans la tête de Steve et dont il souffrait en fait en quelque sorte, c'est le pouvoir de la marque Apple est un pouvoir absolument phénoménal. Et donc en pouvant revenir chez Apple avec le pouvoir de la technologie qui avait pu en fait complètement rajeunir par rapport à ce qui vieillissait complètement chez Apple, et donc chez Next, tout d'un coup, ça avait pu rejaillir quelque chose de complètement nouveau qui n'avait pas à s'occuper du passé, et arriver dans l'univers Apple qui lui possédait une marque phénoménale avec lequel tout est possible. Il a pu marier les deux, et à partir de ce moment-là, tous les ingrédients du succès étaient là. Donc on peut dire que, en t'écoutant, Jean-Marie, qu'Apple, ou plutôt que Next, a un peu sauvé Apple aujourd'hui. Je sais pas, parce que moi j'ai toujours eu l'impression, mais c'est vu de l'extérieur bien évidemment, que Next était un peu, il faut se souvenir du contexte. Steve Jobs viré d'Apple, qui dit je vais pas rester à me regarder les pieds en dedans, et d'ailleurs I'm gonna show them, je vais leur montrer de quoi je suis capable, et voilà. Et donc c'est quand même des choses qui ont été un peu créées avec une volonté de faire évidemment différent d'en face, parce que c'était pas la peine de faire une ressucée d'une Think différente déjà. Ouais, c'était très think different, mais c'était think different de think different, donc forcément c'était un peu compliqué. Et du coup, quand cette machine est sortie, elle avait beau être mais vraiment formidable pour plein de trucs, hein, évidemment pour la typographie, pour tout ça. Il était évident déjà sur le papier qu'elle n'avait pas les mêmes visées que le Macintosh en termes de public. Jean-Marie va me corriger bien évidemment, mais le Nextcube, moi quand je l'ai vu, c'est une machine super professionnelle. Bien sûr, c'était vraiment quelque chose qui pour moi était pensé pour les graphistes, pour les gens qui faisaient de la mise en page, etc., etc. Ça a jamais été la machine qui devait révolutionner le monde de demain à elle toute seule, quoi. Rodrigo, toi qui es un vieux de la vieille comme nous, quel regard tu portais à l'époque sur NES, et c'est véritablement des ordinateurs que tu considérais en avance sur leur temps? À l'époque, on était en plein dans ce qu'on appelait l'univers du client-serveur. On était passé des grands systèmes IBM et compatibles Fujitsu et tout ça, qui avaient des écrans stupides, on appelait ça les dumb terminals, des VT100 qui se connectaient. Ce qu'on voyait encore il y a 10 ans, ou peut-être 5 dans les aéroports, donc qui se connectaient sur des grands systèmes. On était passé à ce qu'on appelait les mini, qui étaient des serveurs qui étaient dans des salles blanches, DEC par exemple, c'était lancé là-dessus très très bien. Et on avait mis en face des terminaux qui étaient un petit peu plus intelligents, qu'on appelait des stations de travail. Et les stations de travail, c'était un univers particulier d'ordinateurs que l'on vendait. C'était pas du tout l'ordinateur portable qu'on a chez soi aujourd'hui, mais c'était des choses, donc, par exemple Silicon Graphics, qui vendait des stations de travail chez SGI. Et la sortie du Next a été positionnée comme une station de travail. C'est-à-dire que c'était des ordinateurs surpuissants qui permettaient de faire des choses en local qu'on ne savait pas faire avec des terminaux stupides sur les grands systèmes. Et on réimportait un petit peu le calcul. Ça, c'est un temps avant l'Internet, dire pas le TCP, mais l'Internet du web. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'était des machines très puissantes pour faire des choses très graphiques. Et le contraste, c'était les écrans en mode texte, quoi.
à l'époque. Et je me souviens très bien de ces machines noires. Dell n'était pas encore là avec des machines noires. Tout était beige à l'époque. Hein. Et c'était un gros splash dans ces machines noires qui avait un design particulier, qui avait un écran magnifique en termes de résolution, je me souviens. Il y avait une suite. Hein, il y avait l'écran, il y avait le boîtier, il y avait l'imprimante. C'était vraiment très très chouette, hein, Next Step. Et puis le nom était vraiment en pied de nez d'un Steve Jobs qui a été viré par Sculley, ou par le board à l'époque, et qui dit Next, c'est le Next Computer, c'est la prochaine chose, quoi. C'est je fais un quantum leap, je fais un saut dans le futur avec Next. Question que j'ai pas posée à Jean-Marie, c'est que toi, comment tu es arrivé dans la Silicon Valley? Comment tu as débarqué chez Next un jour? En fait, ce qui s'est passé, c'est donc moi j'étais à l'origine à l'INRIA et c'est là que j'avais développé l'ancêtre d'Interface Builder qui s'appelait à l'époque SOS Interface. Et très rapidement, en fait, je me suis aperçu que j'avais quelque chose d'un peu spécial dans les mains. SOS Macintosh, en deux mots, c'était déjà l'ancêtre d'Interface Builder. C'est pour concevoir des interfaces graphiques, des boutons, des fenêtres, sans forcément être développeur et sans forcément taper une ligne de code. Et donc après, ce qui s'est passé, donc je suis allé essayer de vendre ça aux États-Unis et en fait, j'ai commencé à le distribuer aux États-Unis par une société qui s'appelait Expert Intelligence. Qui était basé à Santa Barbara, qui est un endroit d'ailleurs assez agréable. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'avec cette société, on avait dû aller à ce qui devait être un Macworld à l'époque ou un truc comme ça, où on avait présenté Expert Intelligence. Et là, il y avait, je me rappelle plus de son nom, il y avait un gars du product marketing en fait de chez Next qui est venu voir, qui était super intéressé. Et puis qui était venu voir, il m'a dit tu devrais passer chez Next à Palo Alto et puis on en discutera plus, etc. On est allé chez Next, on a commencé la démonstration et puis il y a Steve qui est arrivé et à ce moment-là tout le monde s'est finalement mis au garde à vous. Que Steve et moi dans la pièce. Il y a un dialogue entre Steve et moi et en fait, c'était très amusant parce que à ce moment-là, il était plutôt assez agressif, cherchant à trouver le problème, etc. Mais il est comme ça, le garçon. Il a essayé de te coincer. Non, pas nécessairement, mais je crois qu'il avait envie de sentir la personne qui était en face, etc. Et moi, te testais. En fait, j'étais parfaitement détendu. De fil en aiguille, il m'a dit c'est bien, c'est super ce que tu as. Et puis, il m'a dit écoute, au revoir. Et puis, il est parti. Ouais. Et donc à ce moment-là, les gens du product marketing nous ont emmenés vers la sortie. Tu as serré la main de Steve Jobs. Waouh. Oui. De toute façon. Et après, on s'est retrouvés sur le parking donc avec les gens de Expert Intelligence prêts à partir. Et là, il y a le gars du product marketing qui est venu, qui dit toi, tu reviens. D'accord. Toi, tu reviens. Steve a été émoustillé, c'est ça, par ta présentation. Et donc en fait, je suis revenu dans les bâtiments de Next, et là, il y avait Steve qui m'attendait sur un canapé et qui me dit quand est-ce que tu commences à travailler pour lui? Mais elle est où la lettre de motivation et le curriculum vitae? Le CV, le curriculum. Mais il n'y a pas de DRH dans cette maison, c'est pas géré, c'est pas possible. Ah non, là il n'y en avait pas. Et puis surtout, moi je lui ai dit, tu sais, écoute, faut que j'y pense. En fait, oui, c'est intéressant, mais ça fait longtemps. Enfin, je me suis beaucoup fatigué pour faire ça. C'était beaucoup de travail. Et puis donc maintenant, je vais partir en vacances pendant un certain temps. On peut discuter après. J'ai rêve. Steve Jobs, tu dis viens travailler. Non, mais belle négociation. Moi, je dis belle négociation. Et en fait, après, il me dit écoute, je te rappelle dans une semaine, dans 15 jours, c'est le temps des vacances habituelles américaines. Et je lui dis non, Steve, c'est des vacances à l'européenne. Donc moi, je pars en Thaïlande, au Laos, où je sais plus où je partais à l'époque, et je serai revenu dans, je sais plus, c'était 1 mois et demi ou 2 mois. Les vacances européennes, c'est plus que ça, Jean-Marie. Et donc il dit très bien, quel jour tu reviens, etc. Je lui donne le jour et puis en fait je pars. Je crois, j'ai dû aller en Thaïlande, au Laos à l'époque et qui était fermé à l'époque, donc c'était particulièrement intéressant. Et puis je suis revenu, j'avais un peu oublié cette histoire en fait. J'étais parti dans une autre chose quoi. Une fois arrivé à la maison, au bout d'1 heure, il y avait un coup de téléphone. Hi, this is Steve Jobs. What are you doing? Mais t'as gardé la cassette? Il était accro. Non, mais ça c'est les fanboys qui sortent du bois. La légende dit que Jean-Marie Hulot, il y a un moment, il a même été logé chez Steve Jobs. Et alors ça, il y a des choses comme ça. Je suis même pas certain. Enfin, vu d'ici, je suis même pas sûr que ça ressemble à une bonne
bonne idée. J'ai lu ça dans un article de Ouais, mon qui est ami notre ami Emmanuel à tous, Paquette, ouais. effectivement. Ouais. Non, mais Autant- ça c'est vrai. Et de toute façon, il y a une chose que j'aimais. D'abord, moi, personnellement, j'aime beaucoup Steve, hein, mais il y a une moi, je suis une personne qui aime bien les compagnies pas trop grosses, en fait. Et personnellement, Next était beaucoup plus fait pour moi que Apple. Une start-up. C'est-à-dire, oui, une start-up, mais c'est plus que ça. C'est que dès qu'une compagnie devient trop grosse, en fait, il y a toute une politique interne qui s'installe et des combats de pouvoir qui ne me correspondent absolument pas. Et à Next, en fait, tout ça, ça n'existait pas et on était, toute l'équipe initiale, on était vachement proches et c'était vachement amusant. Et Steve, on était là toute la nuit. Steve arrivait à 2h du matin avec sa dernière idée et donc finalement, il y a des liens rapprochés qui commencent à se mettre en place. Et comme en fait, on était très proches dans la démarche, dans les choses qui nous intéressaient, on pouvait passer suffisamment de temps à discuter de la place d'un pixel et des machins comme ça, ou de la prochaine présentation, ce qui est toujours le truc, c'est un truc fascinant de faire des présentations en public et surtout quand c'est avec Steve. Donc c'est des choses sur lesquelles on pouvait passer un temps considérable et donc on a vraiment développé une amitié. Et comme moi, en fait, j'avais cette particularité que, bien que j'étais basé aux États-Unis, en fait, j'habitais à moitié en France. Et donc, au bout d'un certain temps, j'avais plus droit à mon visa H1. Et c'est au bout de 6 ans, ça. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, je devais être en France pendant 1 an avant d'avoir droit à avoir à nouveau un visa. Et donc, j'avais plus de résidence aux États-Unis. Et donc, quand j'allais aux États-Unis, Steve m'a dit, viens à la maison. Et quoi de plus normal, en fait. Hey, Jean-Marie! How you doing? Jean-Marie, you are the first international iChat we've ever done. Would you like to say anything to the audience here? First I would say it is great for me because I will have to go less to the US to see you, Steve. I like that. Okay. Well, thank you, Jean-Marie. Donc on peut être ami avec Steve Jobs après tout ce qu'on peut entendre et dire sur le personnage. C'est possible. Tu as travaillé avec lui. Ce qu'il y a, c'est que c'est difficile. Ce qui est difficile, en fait, donc dans une situation comme ça où on travaille de façon rapprochée, donc effectivement, on peut établir des liens d'amitié et c'est quelque chose qui est facile. Après, ce qui est plus difficile, c'est quand, par exemple, dans le cadre Apple et tout ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on sent que c'est un personnage. Et à l'époque de Next, il était beaucoup moins sollicité. Ensuite, une fois chez Apple, ça redevient un personnage qui est extrêmement sollicité par l'extérieur. Sur les feux de la rampe. Comment ? Sur les feux de la rampe et puis sollicité par des emmerdeurs. Hein. Il faut bien dire la réalité. Je te remercie. Non, mais je ne parle pas forcément de journaliste ou quoi que ce soit, mais c'est sollicité. À partir du moment où vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de visibilité, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, vous êtes toujours entouré par toute une bande de gens qui sont là et qui ne viennent vous voir que par leur intérêt. C'est-à-dire qu'ils viennent vous pitcher leur affaire et vous dire, parce qu'ils espèrent qu'ils vont obtenir soit un investissement dans leur société, soit une aide quelconque en le mettant en rapport avec quelqu'un d'autre. Il faut comprendre que ces gens-là finissent par être très défensifs. Alors Jean-Marie, tu es en train de nous décrire que Steve Jobs, effectivement, dans le cadre d'une start-up, d'une entreprise quasi familiale, il était possible de rester une personne qui était tout à fait charmante et j'espère qu'elle l'est toujours aujourd'hui. Comment il était dans le travail ? Est-ce qu'à l'époque, il adoptait les mêmes process de travail, puisque tu as aussi travaillé chez Apple par la suite, chez Next que chez Apple ? Est-ce qu'effectivement, il est au boulot un personnage aussi fort en caractère? Non, mais disons-le, est-ce que Apple rend odieux? C'est ça la question. Non, personnellement, je pense pas que c'est Apple qui rend odieux, mais je pense que Steve lui-même, Steve a des idées. Non seulement il a des idées généralement assez précises, mais finalement tout le monde se tourne vers lui et tout le monde se tourne. Quoi que vous fassiez, finalement, ça ne prendra de la valeur que si ça reçoit l'aval de Steve. Et donc, vous vous retrouvez dans une condition où il y a des tas de gens qui
qui viennent là en attendant la parole, qui disent c'est bien ou c'est pas bien. Faut déjà voir le contexte vis-à-vis de ça. Ça vous met dans une situation spéciale. Et Steve, quant à lui, a des idées. Généralement, il est très sharp. Il va droit au but. Et quand il va droit au but, il peut être blessant. Une qualité qu'il n'a pas, c'est la diplomatie. Et que donc justement, il va très facilement en fait faire des remarques à des gens à tous les niveaux que de mon point de vue, il devrait parfois éviter. Il ferait mieux de les faire au niveau intermédiaire, qui lui va faire ce qu'il faut par en dessous, parce que il va facilement casser en dessous, et puis après laisser la personne dont c'est la responsabilité, donc le niveau intermédiaire, avoir à réparer les dégâts. On peut dire qu'au sein d'Apple, il y a une grande admiration, bien sûr, et tu nous l'as souvent dit dans cette émission, envers le gourou, tu l'as dit Jean-Marie tout à l'heure, mais c'est un personnage qui fait aussi peur au sein d'Apple, Monsieur X. Ouais, enfin, c'est beaucoup fantasmé, hein. Il faut comprendre, Olivier, que depuis 2004, ouais, c'est-à-dire l'introduction de l'iMac à écran plat, tel qu'on connaît maintenant avec le dernier, je crois, Apple Expo, où Apple a lancé un produit qui avait été lancé par Phil Schiller d'ailleurs, hein, et pas par Steve. Plus tard l'arrêt d'Apple Expo, mais ouais, c'est pas grave. Non, mais c'est le dernier Apple Expo où il y a eu un vrai produit lancé à Apple Expo. Une dernière keynote, tu veux dire. Et c'est Phil Schiller qui l'a fait, parce que on ne le savait pas à l'époque, mais Steve. Ouais, Steve avait des choses comme ça. Ouais. Bon. Moi, j'ai acheté juste après je l'ai vu, j'ai dit j'en veux un, alors qu'avant je voulais pas d'Apple. Donc c'est septembre 2005. Ah bah il a bien changé depuis. Oui, Monsieur X. Depuis cette date-là, et je crois même que ça date de quelques mois avant, puisque moi j'ai vraiment le dernier gros show de Steve sur le sol européen, pour moi c'est juin 2004, lancement de l'iTunes Store européen à Londres. Les employés d'Apple en Europe, pour parler de ce que je connais, n'ont peut-être jamais vu Steve en vrai. Donc la réputation qu'il a, qui il est, c'est très fantasmé. On prête évidemment beaucoup au personnage, mais c'est plus des oui-dire que le fait d'avoir eu la chance, si ce n'est de le rencontrer, en tous les cas de le croiser, qui effectivement marque, et c'est assez proche de ce que raconte Jean-Marie. Moi je l'ai vu, il faisait avant l'ouverture des Apple Expo un petit peu la revue des cadres, avant que le rideau de fer s'ouvre. Il l'a fait à chaque Apple Expo à laquelle moi j'ai participé, hein. Donc on se retrouvait les 200 ou 300 employés d'Apple qui avaient préparé toute la nuit avec des équipes américaines qui étaient venues à Apple Expo, donc avec un peu des valises sous les yeux. Assez peu d'attention pour les équipes d'Apple. Moi c'est plutôt ça que je retiens, et son manque de diplomatie là, parce que les gens s'étaient vraiment en gros défoncé, hein, pour la marque, et y compris pour Steve. C'est toujours important de travailler pour son patron. Il avait peu d'attention pour les gens d'Apple, et puis il était capable tout d'un coup, pas de piquer une colère, mais effectivement d'avoir des remarques blessantes pour des gens d'Apple, ou même des gens qui n'appartenaient pas à Apple. Moi je me rappelle Steve faire des remarques très désobligeantes aux gens de chez Sony qui exposaient à Apple Expo et qui présentaient un baladeur MP3. Et j'ai vu c'est une bonne idée de la part. Voilà, j'ai vu un baladeur MP3 passer de chez Sony, passer de la main de Steve au-dessus de la foule et aller s'écraser quelques mètres plus loin. Voilà, mais ce qu'on peut, moi c'est ce que j'avais déjà dit dans une émission, ce qu'on peut non pas attendre mais supporter du patron comme Steve Jobs. En revanche, moi je le supportais moins d'autres personnes chez Apple qui avaient certainement pas la même importance et qui créaient par mimétisme du patron, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de Steve Jobs, des mêmes comportements, mais sans en avoir le génie. C'est plutôt ça, moi, qui me dérangeait. Ça, c'est plutôt en Europe, hein, ce que tu décris. Tu étais plutôt aux États-Unis, toi. Ouais. Non, tu étais en France, Jean-Marie. Tu es d'accord avec cette vision-là, Jean-Marie? Tu peux en parler? J'étais en France, mais je n'étais pas du tout proche, en fait, de l'organisation Apple Europe. On n'était même pas au même endroit, en fait, puisque Apple Europe était aux Ulysses et nous, on était avenue Georges V, pour la petite histoire. Tu t'occupais d'une cellule fantôme, hein, c'est bien ça, Jean-Marie? Une cellule fantôme qui bénéficiait d'un régime immobilier particulier. Voilà. On a beaucoup fantasmé, de manière générale, autour de cette cellule secrète, Jean-Marie. Encore une fois, tu réponds si tu le veux. En gros, il y avait des choses qui sont connues, hein, notamment tu as développé des utilitaires bien connus dans macOS 10, c'est bien ça? Sur macOS 10, on a fait un certain nombre de choses qui manquaient un petit peu pour l'arrivée d'un nouveau monde, je dirais.
50% du chiffre d'affaires d'Apple aujourd'hui. Le nouveau monde, Non, mais- tu veux dire... non, mais Il par doit parler rapport à d'Apple ça, TV, par je ne vois exemple. pas d'autres C'est ça, tu veux dire. hypothèses. Voilà. Non, d'accord. À l'origine de cette cellule, ce qui s'est passé, c'est Steve était revenu et passé à Paris. Je le voyais, je le voyais chaque fois qu'il venait à Paris. J'étais régulièrement en relation avec lui, même si je n'étais plus chez Apple. Et il aime bien, en fait, c'est quelqu'un qui, et c'est bien de sa part, qui a beaucoup de connexions avec, qui a un certain nombre de connexions avec des gens en qui il a confiance dans le monde technique ou autre, qui sont répartis dans le monde. Je pense qu'il en a peut-être plus aux États-Unis que dans le monde. Donc, en plus, c'était quelqu'un qui venait avec un point de vue radicalement différent, qui pouvait aimer prendre de temps en temps 3 mois de vacances, donc ce qui rafraîchit l'esprit. Et puis qui là aime bien avoir de ces gens quel est leur input sur ce qu'il faut faire à un moment donné. Et donc moi il me demandait qu'est-ce que tu vois venir dans les temps qui viennent, et je lui ai dit, tu sais Steve, tu n'auras pas le choix, il faudra que tu fasses un téléphone. À cette époque-là il m'a dit non, tu me dis des conneries, je vois pas pourquoi j'aurais à faire ça. C'était avant l'iPhone. Ça, je le crois pas. Mais, oui, voyons. Mais d'un autre côté, si, comme moi, à l'époque, j'étais parti et je m'amusais dans le monde interne, il m'a dit, si tu veux revenir et puis essayer d'étudier, en fait, vraiment plus de quoi il s'agit, pourquoi pas, en fait, étudier la question. Et donc, je suis revenu pour étudier la question. Et puis, en étudiant la question, on a fait des choses au passage, comme tout ce qui a été la synchronisation, et ça, c'est vrai, qui après est devenu la base. iSync, c'est ça? iSync et iCal. C'est ça. iCal, c'est encore autre chose, mais iSync, si tu veux, ça pour moi, c'était un point fondamental. On ne peut pas en fait faire du device, on ne peut pas faire du multi-ordinateur si on ne retrouve pas ses affaires automatiquement sans avoir à y penser. C'est surtout sans avoir à y penser. Je voyais le problème justement avec les téléphones Nokia ou ce genre de bordel, ou si tu voulais avoir tes contacts, rien que tes contacts en fait sur le téléphone, c'était un désastre. Et donc c'était pas de la synchronisation, tu poussais et puis à la limite tu disais ce qu'il fallait pousser ou pas pousser. Ça, c'est des gens qui n'avaient pas compris l'importance du software. Donc à partir du moment où tu veux que le monde soit transparent, il fallait mettre ça en place. Et c'est un problème dur. Et d'ailleurs ça se voit parce que d'ailleurs Apple a montré avec la synchronisation, MobileMe, etc., que ça met un certain temps à se mettre en place. C'est pas de la technologie facile. iCal, c'est aussi un autre effet dans cette direction. C'est bien gentil, mais dans tes données personnelles, il y a d'abord, bien sûr, il y a ta musique, il y a tes photos, tes vidéos. Ça, c'est ce qui est important en fait pour Steve déjà de base. C'est toujours été ce monde créatif autour qui l'a amené chez Pixar, qui l'a amené faire tout ce genre de choses. Donc tout ça devait être réglé, c'est une chose. Mais il y a aussi tes contacts. Et Nokia a montré combien on pouvait merder sur ce coup-là. Et puis après, il y a les calendriers. Simplement, le gros problème à l'époque, c'est que Apple n'avait pas d'application de calendrier. On a dit qu'à cela ne tienne. Sur le chemin, on va faire une application de calendrier. Donc c'est pour ça qu'on a fait iCal. Et qui était une expérience intéressante, parce que iCal, ça représente aussi deux choses. Ça représente, et qui d'ailleurs sont devenus 2 patentes, 2 brevets, c'est le multi-calendrier, donc d'avoir la possibilité d'avoir des calendriers, qui était quelque chose qui n'existait pas à l'époque, qui a été complètement copié depuis. C'est intéressant de savoir que Apple a une patente là-dessus. Et le défensif, bien sûr. Et l'autre chose qui a été vachement intéressante, et ça, c'est en discutant avec Steve qu'on a fini de faire ça, c'était le publish et subscribe des calendriers, qui en fait maintenant est un truc qui, pour les calendriers, est récupéré par beaucoup d'autres, mais qui est devenu un truc commun, en fait, cette idée, et qui allait au-delà de ce qui était habituellement l'utilisation de l'Internet à cette époque-là. Et comment on arrive à convaincre un Steve Jobs de travailler en France sur un projet aussi stratégique que l'avenir d'Apple aujourd'hui, à savoir la téléphonie mobile et l'iPhone ? Au départ, au départ, ça n'est pas stratégique. C'est, je ne crois pas. Mais bon, si tu veux essayer ça, tu es quelqu'un en qui j'ai confiance. C'est une expérience. Et donc, de toute façon, on n'a rien à perdre à ça. Donc, c'est un bon truc. Et essayons ce truc-là. Après, ça progresse. C'est évident qu'à l'époque, des gens basés aux États-Unis ne pouvaient pas voir ça. La montée, en fait, du téléphone et de l'importance du software dans le téléphone ne pouvait être visible que par des gens qui étaient, à moins d'être complètement visionnaires, et de raisonner à partir de rien, mais il fallait avoir contact avec l'Europe et l'Asie, et le Japon en particulier, pour se rendre compte, attention, c'est en train de complètement basculer,
Et donc, une société comme Apple qui s'oriente en fait vers le gadget, etc. L'iPod est arrivé dans la même année où je suis arrivé chez Apple. Ouais. Aux États-Unis, il n'y avait pas une culture de la téléphonie mobile. Il faut se souvenir des Motorola à l'époque, qui étaient très en retard. Même, il y avait pas. On a vu plus tard avec l'iPhone, la 3G est arrivée plus tard aux États-Unis qu'en Europe. Pas du tout. C'est aussi la raison. Pardon, la culture américaine, souvenez-vous, regardez les séries télé, c'est le pager. Ouais. C'est le pager. Je t'envoie un petit message sur un device que tu as à la ceinture et tu prends un téléphone sur ton bureau et tu rappelles. Et je rappelle qu'aux États-Unis, on paye quand on reçoit un coup de fil. Hein. Pardon, oui. Mais c'est exactement ça. C'est que, en fait, les États-Unis, à une époque, en fait, ont été les précurseurs de ce monde-là. Et le problème, c'est que toute leur infrastructure de téléphonie mobile et de pager, etc., a été la première génération. Et cette première génération, en fait, a été le frein pour passer dans la deuxième. Parce qu'ils étaient habitués à un truc et ils croyaient que c'était le mieux. Et en plus, ils avaient construit tout un réseau et quelque chose qui coûte cher, etc., qui ne pouvait pas supporter la deuxième génération. Parce que les pays qui sont partis après, ils sont tout de suite partis avec des choses qui étaient d'une génération d'après, et ils sont allés beaucoup plus vite. On a l'habitude de dire au sein d'Apple que les projets, quand les gens travaillent sur des projets, c'est des cellules très cloisonnées qui travaillent dessus en cercle sans avoir de contact, sans avoir de vision finale. C'est vraiment le cas lorsqu'on travaille sur des projets chez Apple, des projets aussi importants que l'iPhone ou que iSync ou iCal. À partir du moment où un projet est décidé, c'est-à-dire par exemple à partir du moment où a été décidé de faire l'iPhone, et Steve m'a dit « t'avais raison » et voilà le premier bout de hardware, à partir de ce moment-là, là c'est devenu, c'est pas cloisonné, là c'est devenu fermé sous clé. Et à Cupertino, là personne ne doit plus savoir. Pour ce qui est d'avant, il y a et donc c'est souvent en ça que je dis, moi je suis plutôt du genre grand-père spirituel ou n'importe quoi. Et à cette époque, et dans cette phase de gestation, il y a même pas de notion de secret. C'est quelque chose qui est en gestation. Et ça ne devient secret et cloisonné et fermé sous verrou, ce qui était le cas de l'iPhone, qu'à partir du moment où ça a démarré à Cupertino et autour du hardware finalement. Et c'est à ce moment-là où tu as quitté Apple parce que de toute façon tu ne pouvais plus travailler dessus depuis la France, c'est bien ça? Le projet a été déplacé donc sur les États-Unis, ou en fait a vraiment démarré sur les États-Unis, puisque je rappelle Steve, c'est hardware, operating system, etc. Donc à partir de ce moment-là, la preuve de oui c'est bien était faite, et à partir de ce moment-là, on met dans le pipe industriel. Donc à partir de ce moment-là, il décide ça va aux États-Unis, et de toute façon, ce ne sera plus en France. Donc, moi, à ce moment-là, j'avais le choix soit d'aller aux États-Unis, mais je ne voulais pas aller aux États-Unis, soit de faire autre chose en France. Mais d'un autre côté, après quelques années passées chez Apple en France, et Monsieur X ou tous ceux qui ont travaillé en Europe pour Apple, et bon, moi en plus j'étais très proche du haut, mais c'est une situation un peu indémerdable. C'est une société qui est extrêmement centralisée. Et donc, déjà pour est-ce qu'elle n'est pas un peu trop centralisée aujourd'hui, quelque part, Jean-Marie, vu sa taille? Pas forcément, puisque où toutes les décisions sont prises à Cupertino et quasiment plus. Voilà, il n'y a plus d'autonomie comme dans ton entreprise. Souvent, moi, ce que je compare, en fait, la façon dont c'est organisé, c'est essentiellement, et c'est pas négatif, mais essentiellement, ça ressemble un petit peu à l'organisation d'une secte indienne. C'est-à-dire, il y a le gourou au centre et puis il y a la garde rapprochée. D'accord ? Ouais. Et c'est vrai, Steve, en quelque sorte, est un gourou. Le problème d'une garde rapprochée, c'est que c'est des gens, en fait, qui sont là aussi pour rester la garde rapprochée. Et donc, les gens éloignés qui font partie de la garde rapprochée parce qu'ils ont beaucoup l'oreille du gourou, mais qui sont loin, c'est des gens qui sont hors contrôle. Donc, il faut faire un petit peu attention à ces gens-là. Et donc, résultat, la situation, comme c'est une grosse société, il y a toujours des problèmes politiques, que je qualifierais de politiques et de pouvoir entre ces gens-là. Et donc, résultat, moi, j'en finissais par venir tous les 15 jours aux États-Unis pour avoir à régler des problèmes de ce type-là. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je dis... des mails, c'est déjà ça.
Oui, mais bon, ça finit par fatiguer, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit bon c'est bien. Et moi, j'aime beaucoup Apple, hein, et franchement, j'aime beaucoup Apple. J'aime beaucoup les produits qui sont faits chez Apple. Mais il était temps pour moi de retourner au Laos, par exemple, ou en Birmanie. Alors, on a pris énormément de retard, messieurs, ce soir, voilà, parce qu'on a un peu divergé, on est parti un peu dans tous les sens. On va terminer sur le thème de l'émission, à savoir Next. Ça n'a pas été un franc succès, hein, une cinquantaine de milliers d'exemplaires de serveurs, de stations de travail se sont écoulés. Et puis, on avance vite dans le temps, parce qu'on est en retard. La période où finalement le système l'ordinateur, tu le disais en début d'émission, a été abandonné au profit du système d'exploitation. Et c'est le moment où Apple a racheté Next pour en faire macOS 10. Alors, tu n'étais pas au sein d'Apple à ce moment-là, tu avais déjà quitté Next. Ça a été un long chantier, messieurs, d'adapter macOS 10 d'adapter Next à macOS 10 et d'en faire le futur d'Apple. Apple était dans une impasse avec macOS 9, Monsieur X, à l'époque. Ouais, une impasse. En tous les cas, macOS 9 avait pas la réputation de stabilité et de fiabilité qu'a macOS 10 aujourd'hui. Donc effectivement, on était, nous, ce qu'on appelait à l'époque, on va dire, de notre point de vue marketing et vente, en contact avec les clients, on était un peu dans une maison sans issue ou dans un garage sans issue, plus d'évolution possible. Et puis c'était le problème de la compatibilité avec le reste du monde, hein. Donc bien que la techno était magnifique, le monde n'était pas devenu ce qu'on avait espéré, c'est-à-dire un monde 100% Apple, loin s'en faut. Et on se retrouvait un peu en position, c'est un peu dur de le dire comme ça, hein, c'était un peu une blague entre nous, mais un peu en position d'autiste, de très haut niveau. Donc on était géniaux avec nos produits, mais personne ne voulait nous parler. On arrivait à parler à personne. Donc on a attendu énormément de macOS 10 et ça s'est fait en termes d'adoption, hein, de notre point de vue, que ça soit alors avec les clients, je te raconte pas, mais même en interne chez Apple, hein, ça s'est fait très très doucement parce que, comme tout nouveau bouleversement technologique, c'était pas sec au début. Et puis ça manquait surtout singulièrement de pilotes pour les imprimantes, de solutions logicielles. Et de choses comme ça. Pour conclure, Jean-Marie, est-ce que tu retrouves aujourd'hui dans macOS 10 les racines encore, ne fût-ce que dans l'interface graphique de Next, et pour conclure également, qu'est-ce que tu penses de la future version de macOS 10, à savoir Lion, qui se rapproche beaucoup du téléphone d'Apple? C'est la prolongation de Next. Enfin, c'est un monde dans lequel je me sens bien, où je suis à l'aise, enfin, où tout est bien. C'est la maison, quoi. C'est la maison. Alors, pour la deuxième question, je dirais, et là c'est assez typique de moi-même, je suis toujours plutôt en train de regarder devant que de regarder derrière, et de façon étrange, en fait, pour moi, le monde de l'ordinateur et de l'ordinateur de bureau, etc., est en fait aujourd'hui complètement passé derrière. Donc je n'ai même pas regardé Lion. Je suis à 95% de mon temps, soit sur l'iPhone, soit sur l'iPad, et c'est une réalité, hein. Je reviens assez rarement en fait sur l'ordinateur. D'abord, je trouve que c'est pas une position agréable. Je préfère être dans mon canapé. Oui, mais tu n'as plus besoin de travailler, toi, Jean-Marie. Nous, si. Non, mais ça n'empêche pas de travailler, comme ce qu'on fait sur Photopédia, c'est travailler, mais travailler pour le ludique, et donc finalement donc en plus je deviens plus âgé, donc il y a beaucoup de gens qui font les trucs qui nécessitent l'ordinateur pour développer ces trucs-là. Et moi, je peux me contenter non pas de les utiliser, mais à la fois de les utiliser c'est vrai que je suis plus orienté du côté maintenant contenu, etc. Et je dois dire que l'iPad est un espèce d'aboutissement aujourd'hui sur lequel je projette mon esprit pour l'avenir. C'est l'avenir. Et le fait que macOS 10 donc évolue vers l'iPad et que le Mac demain ressemble à un iPad, soit tactile, ça te semble une évolution logique, Jean-Marie? C'est-à-dire qu'il faudrait que je passe plus de temps sur mon Mac pour pouvoir le dire, parce que
Non, j'aurais tant que tu dises qu'Apple Store va sortir bientôt un Mac. Mais tu sais bien que c'est pas possible. On en a déjà parlé. Non, Jean-Marie, si on ne fait qu'une chose ce soir, c'est essayer de détromper Olivier une fois pour toutes, parce que on a tous des marottes, mais là, ça devient pénible, il faut le dire, c'est moche, quoi. En un sens, il n'a pas tort parce que ça devient complètement absurde quand j'arrive sur mon Mac et que je commence à mettre mon doigt sur l'écran pour passer à la photo d'après ou un truc comme ça. Ben, Jean-Marie, tu passeras un coup de fil à Steve pour lui demander. Hein. Messieurs, on va passer avec coup de cœur parce qu'on est très en retard ce soir. Les coups de cœur. Alors messieurs, vos coups de cœur, moi je prends la parole. Alors bien sûr, on va parler d'un de mes coups de cœur, c'est Photopédia, c'est les applications de Jean-Marie Hulot. Jean-Marie, quelle est un petit peu la philosophie de cette nouvelle société que tu as créée, de ces applications, de cette encyclopédie photographique? On a commencé donc en faisant cette encyclopédie photographique qui finalement est quelque chose qui a bien marché et que j'appelle aujourd'hui mon usine de production d'images. Et qui nous amène du trafic de type Wikipédia, c'est-à-dire des gens qui arrivent par Google, qui prennent les images, qui vont faire autre chose. Mais ce qui s'est passé pendant les 2-3 années où on a été là-dessus, c'est qu'essentiellement, et ça c'est toujours un truc auquel je tiens énormément, on a construit beaucoup d'assets. C'est-à-dire que globalement, on a eu un ensemble photographique énorme et de bonne qualité et complètement relevant, pertinent, qui était en place. Et puis, quand l'iPad est sorti, j'étais en train de me poser la question, mais il me faut une consumer story. Il faut que je donne aux gens, à mes utilisateurs finaux, un moyen de consommer ces images. Quand j'ai vu l'iPad, je me suis dit, voilà, c'est arrivé. Donc, c'est là qu'on a rushé, en quelque sorte, pour commencer à prendre le marché sur ce type qu'on peut appeler des beaux livres photos. C'est comme ça qu'on les présentait au départ. Maintenant, on ajoute progressivement beaucoup plus de fonctionnalités. Ça va bien au-delà des livres. Et on a fait donc Héritage, qui était les monuments donc un espèce de livre avec l'UNESCO d'ailleurs sur les monuments du patrimoine mondial de l'humanité. Ça a été un succès immédiat. Donc je suppose que c'était du genre 500 000 downloads l'année dernière en 3 semaines ou quelque chose comme ça. Enfin, ça a été très très rapide. Et depuis, donc après, on a commencé à étudier le marché en faisant diverses expériences avec des applications payantes, des applications gratuites, etc. Et il faut voir que la situation aujourd'hui, avec pratiquement 3 millions de downloads, et par exemple Paris, qu'on a sorti il y a 15 jours, on en est au-dessus de 600 000 downloads en moins de 3 semaines. Donc, et les applications sont gratuites, hein, Jean-Marie, précisons-le. Il y a des applications gratuites et des applications payantes. On a testé les différents modèles. Aujourd'hui, la conclusion, c'est application gratuite, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'une application payante, je dirais, une application payante. Si on exclut les jeux, une application payante aujourd'hui, on va en vendre 10 000 par mois, en gros, quel que soit le prix. Enfin bon, il y a des variations, mais c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et par exemple, le National Park, on l'a vendu pendant 2 mois, on a fait 20 000 downloads. Enfin, on a fait 20 000 ventes. Ensuite, après, on s'est dit, tiens, on va faire une expérience, on va rendre National Park gratuit. Et on a fait ce qu'il faut autour comme marketing, disons, en utilisant les bons pushers pour... tu es à bonne école. Et en 4 jours, on a fait 230 000 téléchargements de National Park. Ah ouais. Et après, la conclusion, elle est simple. Quand on arrive dans les centaines de milliers, dans les millions, comme on arrive avec Héritage et globalement l'ensemble de nos applications, il faut voir qu'on a 1,7 million de visiteurs uniques par mois sur nos applications. À partir de ce moment-là, on devient très intéressant pour les sponsors. Et donc, l'argent qui peut être récupéré par les sponsors est bien supérieur à l'argent qu'on peut récupérer quand on vend. Donc au total, on se dirige vers les applications gratuites et les auteurs sont contents, tout le monde est content parce que tout le monde y gagne. Messieurs, on passe à vos autres coups de cœur. Cédric, très vite parce qu'on est très en retard ce soir, très très vite. Angry Birds, le jeu le plus téléchargé sur toutes les plateformes, que ce soit iOS ou les autres, arrive dans le Chrome Web Store comme une application web gratuite et ça marche comme à la parade, ça marche comme sur les plus belles tablettes Honeycomb, ça marche comme sur l'iPad 2, etc. C'est absolument merveilleux. Et alors là, c'est clair, et là, il va s'en télécharger 50 millions de manière quasi mécanique. Voilà. C'était Merci Cédric. C'est un plaisir. Merci monsieur, il a fait vite ce soir. Monsieur X, ton coup de cœur. Moi, c'est dans la même veine, comme je suis un vieux fan de matériel et que j'ai pas encore d'iPad, je reste encore un peu bloqué sur mon ordinateur. Moi, ce sont les Chromebooks que Google a annoncé.
Donc ces portables qui embarqueraient le système d'exploitation de chez Google, leur navigateur, quasiment pas de stockage, qui marcherait connecté avec les services en ligne de Google, disponible a priori le 15 juin, y compris en France. Pas de délai par rapport à la disponibilité aux US. Tout ça pour quelques centaines d'euros, 300-400, c'est pas encore. Peut-être enfin un concurrent à mon MacBook, auquel je ne ferai jamais d'infidélité, mais avoir un petit ordinateur pas cher avec ce que sait faire Google en termes de simplicité. C'est son coming out ce soir. Non, mais il a raison, bien. Une machine Donc, qui boot en 8 secondes, tout ça, ça fait plaisir à voir. C'est merveilleux. Ouais. Rodrigo, ton coup de cœur. Moi, il y a un truc qui m'énerve depuis très 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 longtemps, c'est dès qu'on a une idée d'un service ou d'une marque, il faut déposer le .com, puis le .net, puis le .org, et puis le .fr, et puis le .machin, et puis le .truc. Et Jean-Marie s'est dit, il y a plus de 10 ans, ça me saoule, et moi aussi ça me saoule, et donc il a créé une boîte qui s'appelait Real Names, dans laquelle les noms de domaine n'avaient plus d'extension, les TLD qui ne servent absolument à rien, qui ont été gérés plus tard par notre ami commun Joe Gito. Et malheureusement, Real Names a fermé en 2002, mais on va y revenir parce que ça sert franchement à rien de taper on refait le Mac.com ou de taper on refait le Mac tout court. Mon deuxième coup de cœur, et si Jean-Marie tu veux commenter, tu le fais. Non, on avance. Mon deuxième coup de cœur, je vais vous parler d'une appli qui sert à rien, donc essentielle, qui s'appelle GetGlue. GetGlue, c'est comme Foursquare, mais pour vos loisirs. Donc vous allez prendre un pot, vous regardez une émission de télé, vous regardez un podcast, et bien vous faites un check-in dans le podcast et vous gagnez des badges et des autocollants. Et c'est passionnant parce que moi je m'en sers dans mon flux Twitter pour savoir que tiens, telle émission passe en ce moment en direct. Donc au lieu de polluer votre timeline Twitter avec qu'est-ce qui se passe devant la télé en ce moment, et ben vous passez sur GetGlue et vous discutez avec les gens. Et donc c'est très rigolo et ça tourne sur absolument toutes les plateformes mobiles et sur le web et sur iPad. Merci et sur iPhone, Rodrigo. Voilà, juste un petit coup de cœur pour le dernier. iMac 27 pouces, il est lourd, il n'est pas encore tactile, mais c'est un monstre de puissance avec le nouveau Core i7 qui est dedans. On vient juste de le recevoir. Voilà, et pour encoder en reflet Mac, ça devrait bien nous aider. Et puis surtout, un grand merci à Jean-Marie Hulot pour sa confiance et de nous avoir donné quelques informations sur les colis de Next et d'Apple aujourd'hui. Tu reviens quand tu veux, messieurs, à la semaine prochaine. Pour gagner un dock Navone d'une valeur de 300 € offert par notre partenaire Pioneer, répondez à cette question. Quels sont les logiciels pour macOS 10 développés en France par Jean-Marie Hulot? Envoyez vos réponses à olivier@onrefaitleMac.com.